Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Thomas Elexhauser. Bonjour, secrétaire général des centristes et conseiller départemental de l'Eure. Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu. Bonjour à vous. Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires. Bonjour Brice. Bonjour et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. Bonjour. Vous faites quoi aujourd'hui ? Je regarde la vie passer tranquillement. Vous savez, je n'ai plus mon téléphone sous l'oreiller maintenant que Valérie Expert m'appelle. Donc je vis. Vous êtes un invité permanent. Voilà. Ça me fait très plaisir. On va parler un peu politique, évidemment. Faut-il un ministère de l'immigration ? C'est une idée qui a circulé hier. Je ne sais pas pourquoi les journalistes et nous-mêmes nous reprenons cette hypothèse, puisqu'apparemment Michel Barnier a dit qu'il n'y aurait pas de ministère de l'immigration. Néanmoins, on peut poser la question. Le drame de Grenoble avec le maire de Grenoble, Éric Piolle, pour le moins maladroit, je vais être gentil avec lui dans ses propos, me semble-t-il, la réforme des retraites, et puis ce matin un article dans le Parisien qui, suite à une enquête, nous apprend que les jeunes ne mettent plus de préservatifs et qu'il y a un vrai problème sur l'éducation à la sexualité. Tous ces sujets, vos coups de cœur et vos coups de gueule. On va commencer avec vous, Thomas, avec un coup de cœur. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Un coup de cœur pour la France qui gagne, la France qui exporte. On a eu dimanche soir une démonstration de ce que le génie français peut aussi faire en termes de musique, et en l'occurrence de musique électro. La presse du monde entier a salué cette cérémonie. Le journal Bild a dit que la barre était très haute pour les Américains. The Guardian a évoqué une clôture qui fera date. Et je pense qu'on peut aussi se réjouir de ces artistes, de ce génie français, de ce qu'on appelle la French Touch. Déjà à l'occasion de la clôture des Jeux Olympiques, Shazam avait battu tous les records de son histoire. Shazam, c'est l'application qui permet de reconnaître les musiques écoutées, et le tube Night Call avait battu tous les records sur une journée de la musique téléchargée. Et nous avons eu ce spectacle magnifique de tous ces grands DJ, musiciens, compositeurs, de Jean-Michel Jarre à Breakbot en passant par Kungs, et qui ont donné une très belle image de ce que la France savait faire, et que la France sait faire danser le monde entier sur ses tubes. Donc il y a à la fois le génie économique, industriel, scientifique, mais il y a aussi le génie artistique de cette France qui exporte, qui gagne, de cette French Touch. Et donc je me réjouis de voir toutes ces rédactions étrangères saluer ces forces françaises et cette magnifique clôture de cette parenthèse olympique. Oui, moi je fais mon mea culpa, je peux le faire tous les jours. Je faisais partie des peines à jouir, des gna-gna-gna. Je ne pensais pas que ces jeux pourraient être réussis, et force est de constater que c'est un immense succès. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça, Brice. Et vous êtes d'accord avec Thomas? Moi, je suis réjoui que mon interlocuteur soit réjoui déjà. C'est un point important. Non, je pense qu'effectivement, on a su, à travers les Jeux Olympiques et Paralympiques, montrer tout le savoir-faire français. J'étais un peu comme toi, Valérie, c'est-à-dire que j'étais un peu rabat-joie sur le sujet. Je pensais que ça allait, qu'il allait avoir des couacs. Force est de constater que ça s'est plutôt bien déroulé, qu'on a donné une belle image. Après, j'oublie pas non plus que ça ne reste qu'une parenthèse enchantée. Et je me satisfais pas en tant que responsable politique et aussi en tant que chef d'entreprise. En fait, moi, ce que j'aimerais, ce soit la joie toute l'année. Et là, on a effectivement refermé la parenthèse et on s'aventure vers des environnements et des dynamiques politiques qui sont un petit peu plus complexes. Donc voilà. Bon, Jeux Olympiques en tout cas salués partout à l'étranger. Brice, vous aviez un coup de gueule que je partage. Un gros coup de gueule, j'ai dans ma ville de Gennevilliers, dans le quartier des Agnettes, un jeune de 13 ans, un adolescent qui s'est fait vraiment déchiqueter par un American Staff. Donc c'est une sorte de pitbull, vraiment un chien très dangereux. Et on oublie très souvent, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent les animaux de compagnie, je le respecte tout à fait, mais il y a certains animaux qui sont vraiment très dangereux. On parle vraiment de chiens là qui sont véritablement des armes sur pattes. Donc on a un jeune qui s'est fait déchiqueter. Je ne sais pas encore dans quel état il est, parce que c'est passé vendredi, il est parti à l'hôpital. Donc j'appelle vraiment, alors c'est un chien qui n'avait pas de muselière. Mais c'est ça. Et quand on a regardé au niveau du propriétaire du chien, on s'est rendu compte que les papiers n'étaient pas en règle. Donc j'appelle vraiment à beaucoup de vigilance. Vous savez, on a l'habitude de dire non mais il est gentil, etc.
attention quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont gentils, mais ce sont quand même des chiens qui sont très musclés. Ce sont des chiens de combat, donc il faut faire véritablement attention. Qui ont des mâchoires extrêmement puissantes. Exactement. On a pu voir comment ils s'accrochaient. Vous savez, moi un jour, j'ai fait remarquer un policier qui avait un homme avec un pitbull à l'époque sans muselière, et il m'a dit allez-y, vous l'arrêtez, allez-y, parce que vous savez qu'il les entraîne dans des caves sur des uniformes de policiers. Donc voilà, c'était il y a au moins 15 ans cette histoire. Donc vous imaginez, effectivement, je comprends aussi que les policiers soient peu enclins à aller interpeller des individus qui promènent des chiens de ce type. Ils sont peu enclins, mais il faut vraiment qu'ils le fassent, parce que quand ce sont en plus des enfants qui sont visés, voilà, c'était mon coup de gueule du jour. Je pense qu'il devrait être interdit, tout simplement. Mais il y en a qui ont été interdits, non? Alors ils ont contourné la loi avec ces American Staff. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont ces armes par destination, ces chiens, avec des bébés. Dernièrement, il y a un bébé qui a été agressé. Bien sûr. Comment on peut mettre ces animaux sauvages quasiment avec des enfants? Il y a une responsabilité de l'adulte. Alors, Martine nous dit, désolé, ma fille avait un staff, c'était un amour, alors ne dites pas n'importe quoi. Oui, non, mais c'est ce que je disais, j'ai mis des réserves. C'est-à-dire que je ne dis pas que ce sont tous. C'est pas tous, et puis ce sont des chiens qu'il faut élever correctement. Il y a juste en fait un certain nombre de mesures de sécurité qu'il faut appliquer, qui dans le cas présent n'étaient pas observées. Pas de muselière, papier pas en règle. Absolument. Donc on n'était pas en fait sur une garde qui était normalisée et qui appelle à la sécurité. C'est pas un golden retriever staff. Encore que les golden retrievers, à force d'avoir été à la mode comme beaucoup de chiens, il y a eu tellement de croisements et de consanguinité qui sont aussi devenus un peu tarés parfois. Donc Marie a raison, elle dit quand un chien est méchant, regardez qui est au bout de la laisse. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble avec vous pour commenter l'actualité avec Thomas Elexhauser, secrétaire général des centristes et conseiller départemental de l'Eure, Baptiste Fournier, président et fondateur de l'agence de communication Virtu, Brice Nkonda, chef d'entreprise, coordinateur du collectif Les Voix des quartiers impopulaires, et Patrick Vignal, ancien député Renaissance de l'Hérault. On va revenir sur le travail qu'est en train de faire le Premier ministre, les petits bruits de couloir. Est-ce qu'il faudrait un ministère de l'immigration? Hier, j'entendais le débat. Faut-il accueillir moins mais mieux? C'est peut-être ce qui va être la tendance. On va parler de ce qui s'est passé à Grenoble, de la réforme des retraites. Est-ce que le Premier ministre va proposer des aménagements? Bref, beaucoup de sujets avec vous. On continue notre tour de table. Patrick, c'est un coup de gueule, Patrick Vignal. Oui, écoutez, on avait une icône, il s'appelait l'abbé Pierre, et c'est vraiment l'Église qui savait. C'est l'Église qui a caché, c'est l'Église qui a cru protéger à la fois son image en piétinant, je suis désolé de le dire, ce qui s'est passé sur les violences faites aux femmes ou sur les incestes. Et je trouve que vendre la pureté, vendre la sainteté, en écrasant les femmes et les enfants, c'est tout simplement honteux, je voulais le dire. Oui, mais c'est moi j'entends des voix, dont celle d'Elisabeth Lévy. Ce matin, vous pouvez aller réécouter son édito qui parle de lynchage, qui parle de périodes différentes. Je ne crois pas qu'il y ait des périodes différentes pour les viols. Un viol reste un viol. Les témoignages, les 17 témoignages sont accablants. Hier, j'entendais une journaliste, une consoeur de France Info, qui enquête depuis des années auprès de femmes qui ne voulaient pas apparaître et dont la parole s'est libérée. Donc oui, certes, il ne peut pas se défendre, mais j'ai entendu Elisabeth Lévy, ça m'a choqué ce matin. Elle dit l'abbé Pierre était une star, ce qui attirait certaines femmes. Des années après, des femmes qui douloureusement, je pense, racontent ce qui leur est arrivé, ne le font pas pour la gloire. Et là où je vous rejoins, c'est sur l'Église, sur ceux qui savaient, sur ceux qui n'ont rien dit. Ils sont autant complices que l'abbé Pierre. Vous savez, j'ai travaillé avec l'association des papillons. Ils mettent des boîtes aux lettres dans les écoles, et quand un gamin, que ce soit son frère, ses parents ou son grand-père, il y a des attouchements, le gamin il fait un signalement. J'ai 13 communes, j'avais 13 communes à ma circo, il n'y en a que 3 qui ont joué le jeu. Il y en a certains qui m'ont dit n'amenez pas les emmerdes à l'école. Nous sommes la classe politique, particulièrement les hommes, nous avons été lâches.
Ouais. Pas vous dire plus. Mais là où en revanche, je suis d'accord avec Elisabeth Lévy, c'est quand elle dit ça devrait nous inciter à la prudence sur les vendeurs de bons sentiments. Nous faisons des idoles. On peut être un symbole humanitaire et un sale type, effectivement. Et je pense que le symbole humanitaire protège les sales types et la notoriété protège les sales types et les salauds. Brice Nkonda, cette affaire, vous l'accueillez comment? Moi, je pense que je l'ai accueilli comme la plupart des gens. C'était que pour moi, l'abbé Pierre, c'était un symbole qui était très fort. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on est en perte de repères de gens qui symbolisent quelque chose de positif. Et que déjà, les révélations du mois de juillet, qui étaient moins graves, nous ont peiné. Ces révélations qui sont beaucoup plus matérialisées, beaucoup plus graves. Fait que voilà, on est dans une société où même l'abbé Pierre, et effectivement, on peut pas laisser passer ça. Apparemment, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes, donc il faut que la justice se fasse. Il faut pas aller trop vite en besogne non plus. Je pense que comme il est mort, il y aura pas de justice. Hein. Ouais, mais en fait, il y a quand même une conjonction de témoignages qui font que effectivement, tout ça est bien réel. Et je pense que si la Fondation Abbé Pierre décide de changer le nom de cette fondation. C'est qu'il y a quand même des témoignages assez évidents. Baptiste Fournier, vous en avez pensé quoi? Il est toujours bon que la vérité éclate. En effet, c'était une des personnalités les plus appréciées quasiment sur cette deuxième partie de siècle du XXe en France. Ça doit nous interroger en effet sur cette présomption qu'on a quand une personnalité est engagée sur des combats moraux, humanitaires et autres. Personne aujourd'hui n'est à l'abri entre guillemets, même décédé, même mort, que la vérité éclate. Donc c'est une bonne chose et ça fait partie de ce processus de libération. Ça fait partie du processus de libération de la parole des femmes et c'est utile. Maintenant, à voir ce que va devenir aussi cette fondation, cet engagement par le passé et tous les collaborateurs qui y travaillent. Une auditrice me dit pourquoi n'ont-elles pas parlé avant ces femmes? Je pense que vous n'êtes pas concernée, Martine, par ce type de problématique pour connaître des femmes qui ont été agressées. C'est très compliqué de parler, c'est très compliqué. Parfois, ça se libère des années après. Ce sont des traumatismes très profonds. Et puis, on parle d'une véritable icône. Et puis, oui, absolument. On parle de quelqu'un dont je cite Nicolas Hulot parce que c'est un peu la même configuration d'une icône, de quelqu'un d'intouchable, d'une espèce d'homme qui l'écologie, etc. Et je rappelle le tombereau d'insultes qui s'est abattu sur les journalistes qui ont donné la parole aux femmes qui ont été victimes de cet homme qui a porté plainte pour diffamation et qui a retiré sa plainte, je précise. Sur l'initiative dite des papillons dont vous parliez, et que nous avons pris sur Beuzeville, la commune où je suis élu, et d'autres exemples prouvent que ces initiatives d'aider à la parole sont utiles. Parce qu'il y a la barrière de l'entourage familial, il y a la barrière de confronter de la honte, de la culpabilité, de ce qui a été vécu. Et beaucoup de gens ont fait preuve ces dernières années de beaucoup de courage pour casser des omertas. J'ai un ami, Jérémy Garamond, qui a mené un combat extrêmement courageux pour révéler des attouchements dont il avait été victime dans son adolescence, dans un cercle familial. Et donc ça demande beaucoup de courage et c'est pas donné à tout le monde. Et si vous le permettez, quand j'ai fait la loi Vignal sur le changement de nom issu de l'affiliation, 150 000 personnes en ont profité. J'ai reçu à l'Assemblée une femme un jour. Le mari violait la fille aînée. Elle avait 4 enfants, 4 filles. Elle a sacrifié l'aîné. Elle avait cette honte-là pendant des années pour pas qu'il s'attaque aux 3 autres. Je peux vous dire que j'avais les larmes aux yeux quand j'ai écouté ça, et la femme a décidé ça. Donc vous voyez que c'est très compliqué. Vous dites qu'est-ce que je n'ai pas fait? Il y a une honte sur la famille, et c'est vrai que moi je suis vraiment ravie depuis MeToo. Valérie, vous êtes l'égal de l'homme, et ça suffit maintenant. Les machos, ça suffit. Et on en a beaucoup en politique d'ailleurs, cette relation avec le pouvoir. C'est que les hommes, ils ont le pouvoir, la femme n'est pas un objet. Alors certains vous diront que certaines femmes en profitent aussi, c'est ce que nous disait Sophie de Montonnière, mais je trouve que c'est pas exactement le même sujet. On n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau. Baptiste Fournier, vous aviez un coup de gueule. Écoutez, on revient en politique, après cette parenthèse enchantée des JO qui a suivi cette dissolution et maintenant entre guillemets tout ce temps de tergiversation sur la nomination d'un Premier ministre. Là, on va rentrer dans la phase
de la composition gouvernementale. On est dans une forme aussi de déni du réel en cette rentrée, et je pense que là, on va au-devant de grandes difficultés. On a 5,8 de déficit avec une trajectoire à 6,2 alors ça dit pas forcément grand-chose. 3 000 milliards de dettes. Oui, c'est ça, 3 000 milliards de dettes. Une charge de la dette qui, de fait, explose et qui est supérieure à certains grands budgets tels que celui de l'éducation nationale. Le débat, aujourd'hui, il devrait, et là je parle de personnel politique, se concentrer uniquement sur le budget et la trajectoire budgétaire. Pour des raisons qui vont être la confrontation au réel, encore une fois, d'ici un mois, donc début de l'examen du projet de loi, c'est que les particuliers comme les entreprises vont devoir forcément prendre des mesures qui vont être imposées par le futur gouvernement. Aujourd'hui, ce débat, on ne l'a pas. Or, on est sous procédure de Bruxelles et on est dans un cas de figure quasiment inédit depuis notre entrée dans l'euro. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas eu une économie aussi dégradée. Et je pense qu'il y a urgence à ce qu'un débat national se fasse autour de cet enjeu. Qu'est-ce qu'on risque ? Quelles sont les conséquences ? Les conséquences, au-delà des notations et d'un emprunt supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau économique, c'est simplement qu'il va falloir prendre des mesures certainement drastiques. Et ces mesures drastiques, on ne sait pas, encore une fois, quel impact elles vont avoir. Est-ce que c'est couper dans les dépenses ? Est-ce que c'est augmenter les impôts ? Bref, pour le moment, c'est le plus grand flou. C'est un flou généralisé et les entreprises comme les particuliers risquent de se réveiller avec une sacrée gueule de bois. Et en fait, le vrai débat, moi, je pense de le dire, c'est que là où Jean-Luc Mélenchon a été très bon, c'est le soir du deuxième tour, en gros, il a dit aux Français « j'ai gagné ». Et je suis désolé, mes copains disent c'est un fou. Non, c'est un trilingue exceptionnel. Chaque fois, il a un coup d'avance. Et là, moi, je suis aussi en colère sur une grande partie de la classe politique. En fait, qui veut aujourd'hui s'occuper du paquebot France ? Personne, Valérie. Personne. Michel Barnier a quand même pris ses responsabilités. Je finis. La droite, en tout cas jusqu'à un temps, Laurent Wauquiez préparait 2027. Dans notre camp, on sait très bien que c'est divisé. Jean-Luc Mélenchon, son rêve, c'est de retourner à la présidentielle. Et je vous garantis qu'un deuxième tour, LFI, Marine Le Pen, il ne gagne pas. C'est clair, même si moi, je me suis désisté parce que je confonds pas LFI et le RN quand même. Donc aujourd'hui, personne a envie que ça marche. Tout le monde n'a qu'une envie, c'est préparer une présidentielle. Mais ça sert à quoi les politiques ? Préparer le coup d'après. Alors, quant à Michel Barnier, cher monsieur, moi je le connais pas. Je pense que justement, aujourd'hui, c'est peut-être l'homme de la situation parce qu'il part de conciliation. Mais s'il va trop à droite, mon camp, la majorité macroniste de gauche dit je vais censurer. Et si on va plus loin, en fait, on a des politiques, des parlementaires qui sont des auto-entrepreneurs. Chacun a sa petite boutique en fonction non pas du citoyen, mais du client qui est dans sa circonscription. C'est ce qui me gêne. Je pense que la grande difficulté aujourd'hui, c'est qu'on change de mécanique institutionnelle, mais les mentalités politiques n'ont pas changé. On avait cette culture de la confrontation et maintenant on doit essayer de composer ensemble. Et c'est très compliqué de passer de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on a encore un Laurent Wauquiez, un Édouard Philippe qui pensent qu'à 2027, y compris Mélenchon. Donc en fait, on est effectivement... Alors sur le sujet du budget, moi je pense qu'on en parle. Mais la vraie difficulté, c'est qu'on dépense déjà énormément sur tout un tas de ministères et on se dit que le service public n'est pas là. Bien sûr. Donc en fait, on en parle depuis des années, depuis que François Bayrou avait mis ce sujet à l'élection présidentielle de l'époque, 2007. C'est un sujet qui est au cœur de la table. Mais on se rend compte que même Mozart de la finance et toutes les personnes qui étaient censées être raisonnables, finalement ont encore plus creusé le déficit et la dette. Pour être dans cette situation. Donc le vrai sujet, c'est où, quand, comment. Il faut un audit peut-être de chaque ministère, savoir à quel niveau on peut faire des économies pour essayer de dégager des marges en termes de services publics et l'améliorer. Mais c'est compliqué parce qu'il faut faire mieux avec moins. On peut aussi interroger les recettes. Oui. Il faut laisser sa chance à Michel Barnier. Il a quand même un parcours extraordinaire. C'est un homme qui a été à plusieurs reprises ministre, mais qui a été à 2 reprises commissaire européen et qui a tenu, au-delà de ces 2 postes, la négociation du Brexit et de l'après-Brexit. Je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Je pense que c'est quelqu'un de sérieux, d'extrêmement rigoureux, et qui a la gravité de la situation au cœur de lui, et c'est quelqu'un qui ne va pas chercher à briller, quelqu'un qui va essayer de trouver des solutions en écoutant et en respectant tout le monde. Et pour le moment, il écoute, il consulte. J'espère que des personnalités de gauche vont faire le choix de la raison et d'aller soutenir l'action du gouvernement dans cette période extrêmement difficile. Mais je voudrais qu'on laisse au moins la chance à Michel Barnier de faire la démonstration qu'il peut faire quelque chose de bien,
parce que il a quand même cette hauteur de vue, il a cette expérience, il a travaillé pour plusieurs présidents de la République, pour plusieurs premiers ministres, il connaît très très bien les institutions européennes, les contraintes de la France, il avait préparé un projet présidentiel, donc je voudrais qu'on lui laisse une chance quand même d'y arriver. On peut lui laisser une chance, mais pour rejoindre ce que disait Baptiste Fournier, la dette, on n'en parle pas beaucoup. Le sujet n'est pas le sujet Michel Barnier. C'est pas le sujet Michel Barnier. C'est les risques. Et Eric Revel qui nous écoute nous dit le risque, c'est la mise sous tutelle par le FMI. Oui, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de sujet par rapport à laisser une chance à Michel Barnier ou non. La question, c'est la feuille de route. Absolument. Et donc, on sera attentif à son discours de politique générale qui interviendra une fois que le gouvernement sera nommé et que le Parlement réouvrira. Mais j'attire l'attention aussi là sur la responsabilité des grandes personnalités, des grandes figures politiques. C'est un sujet qu'il va falloir prendre avec le plus grand des sérieux. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. On va parler de ce qui s'est passé à Grenoble. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est ensemble pour commenter l'actualité. Je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé à Grenoble, cet abominable, ce drame terrible, cet employé municipal tué parce qu'il a voulu aider une jeune femme qui était victime d'un accident de la circulation. Il est allé lui porter secours, il a voulu empêcher celui qui l'avait percuté de s'enfuir et l'homme a tiré sur lui. La polémique, elle est autour. On pourra en dire quelques mots évidemment du suspect qui est défavorablement connu des services de police, bien évidemment, mais surtout des mots employés par le maire de Grenoble, Éric Piolle. Écoutez ce qu'il disait. Évidemment que la colère, elle est énorme et que cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là et la mort. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment, personne ne mérite de mourir, y compris pour trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il ajoute, et là, il s'agit d'un accident de la circulation. Il a tweeté en disant « Odieux fake news de la fachosphère, il ne s'agit pas d'un acte involontaire, mais d'un homicide, d'un crime atroce. Voilà ce que j'ai dit. Il n'a pas tiré sur un douleur, mais sur quelqu'un qui venait lui porter secours. Mais pourquoi parler de balles perdues ? Je veux dire, il aurait pu dire ce n'est pas un tir au but. Enfin, pourquoi parler de balles perdues quelque part ? Ça amoindrit son propos. Il suffit de dire c'est absolument terrible, c'est un drame, c'est inadmissible. Mais pourquoi parler de balles perdues ? Qu'est-ce que ça vient faire dans cet épouvantable drame ? Pour le maire de Grenoble, la balle perdue ne vaut pas homicide. Oui. Mais pour moi, l'utilisation d'armes à feu dans la sphère privée ou publique, en pleine rue, c'est une volonté de nuire à son prochain. Et mettre une différence entre la balle perdue et l'homicide, à la fin, c'est un enfant, c'est une personne qui meurt. Et nous avons eu beaucoup de cas en France. Et je voudrais dire quand même au maire de Grenoble qui n'est pas favorable au port d'armes pour les employés de la police municipale de Grenoble, qui n'est pas favorable à l'extension des caméras de vidéoprotection dans une ville aussi importante et aussi soumise à la délinquance et à l'insécurité, notamment depuis son élection, qu'il fait preuve d'une idéologie et d'un évangélisme qui n'a pas sa place dans la situation actuelle que nous connaissons et qu'il faut que nous puissions réduire cette criminalité. Pourquoi parle-t-il des règlements de compte alors qu'on a affaire à un délinquant, à quelqu'un qui tire sur un... Il estime que l'employé municipal n'a pas été tué, j'imagine, parce qu'il était employé municipal ou volontairement. Il amoindrit la gravité de l'assassinat. On dit son nom, Lilian Dejean, agent de propreté. Il avait 49 ans. Il était père de plusieurs enfants. Mais pourquoi parler de règlement de compte, ce qui n'a strictement rien à voir dans ce contexte-là ? Brice Nkonda. Écoutez, en fait, moi, ce que je pense du sujet, c'est que c'est dramatique. Et ce qui est dramatique, c'est la répétition de ce genre d'épisode. On sait qu'à Grenoble, il y a beaucoup de règlements de compte. Là, c'en est pas un. Mais dans d'autres villes, il y a des balles perdues. En fait, c'est la répétition de toute cette atmosphère de violence. Et la ville de Grenoble, géographiquement, n'est pas bien servie parce qu'elle est au carrefour de plusieurs pays. Donc, c'est un peu compliqué.
En fait, moi, ce que je vois d'Éric Piolle à travers ses différentes interventions, c'est que c'est quand même quelqu'un qui est très dans l'idéologie. Et à un moment, on attend d'un responsable politique qui soit de droite ou de gauche, qui reconnaisse la situation du terrain et qui mette les moyens pour résoudre cette situation-là et pour que la sécurité soit rétablie. Alors effectivement, quand je l'entends parler de prévention, il faut mettre en place un dispositif de prévention avec des médiateurs formés, etc. Il faut faire tout ce chaînage de la sécurité, il faut le mettre en place. Mais à un moment donné, on a besoin d'avoir des policiers municipaux, surtout dans ce type d'environnement, qui sont en capacité de réagir. Et en fait, moi, ce qui me dérange quelque part, c'est son idéologie excessive. Bien sûr. Et cette idéologie excessive, à un moment donné, ne sert pas la population et ne met pas la population en danger. Et je pense que c'est dangereux et que ce type de positionnement a des répercussions sur le terrain. Alors là, on peut pas dire que c'est de sa faute ce qui s'est passé, mais de manière générale, l'ambiance qu'il crée dans sa ville, elle est aussi issue des positionnements que Monsieur Piolle prend. Oui. Écoutez, moi je suis allé à Grenoble parce que j'ai visité 200 villes en France et, cher ami, j'avais une loi sur la médiation. Et donc le problème de certaines villes écolos, c'est que pour eux, on n'arme pas la police municipale. En France, il y a 28 000 agents de policiers municipaux, qui sont désolé pour les gares champêtres, qui sont des vrais policiers municipaux. Le vrai débat aujourd'hui, une ville doit travailler sur un contrat local de sécurité. Il y a des villes qui donnent même pas les images de la vidéoprotection à la police nationale. Mais il en a un contrat local. Oui, il y en a quelques. Et le deuxième débat, c'est quoi? Et vous l'avez un peu dit, c'est le problème de la drogue. J'ai visité des quartiers durs en France, Marseille, Toulouse, Saint-Étienne, quartier Pissevin. J'ai vu des gamines de 14 ans qui étaient enfouraillées. C'est-à-dire qu'à 14 ans, le gamin, il vous disait, j'ai 3 rêves. 1, épouser une influenceuse et vivre à Dubaï. 2, je sais que j'irai en prison. Et 3, je finirai une balle dans la tête. Aujourd'hui, le problème, c'est la drogue. Aujourd'hui, en France, un point de deal, c'est 30 000 euros par jour. Les mecs, ils se gavent. On a des petits jeunes de 14 ans qui servent de nourrices et qui ont 200 euros de liquide par jour. Donc, pour moi, la société, c'est sur de l'éducation, sur de la prévention et sur de la sécurité. Mais hier, j'ai échangé avec une personne qui me dit il faut remettre de la police de proximité. Dans certains territoires, c'est presque trop tard. Parce qu'on a quand même des quartiers aujourd'hui qui ont été abandonnés, et par la gauche notamment aussi. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est que l'argent coule à flot et que tous ces jeunes sont armés. Et donc les villes d'écolos, je suis désolé de leur dire, quand j'entends certains qui disent que la police se tue, ça ne peut pas rassurer les gens. Et quand Éric Piolle, effectivement, il est sur du dogme, j'arme pas ma police. Ça veut dire qu'il met en danger ses policiers. Alors juste, je vous donne la parole, mais vous connaissez bien ces quartiers. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que Moi, je pense qu'il est jamais trop tard pour bien faire. On peut pas faire de la politique et dire qu'il est trop tard. Après, la situation, elle est assez catastrophique parce que ça fait 40-50 ans qu'on laisse la chose décliner avec quand même des choix politiques qui ont été faits. À un moment donné, dans un quartier, quand on dit qu'on met telle communauté dans tel quartier, qu'à un moment donné, cette communauté devient prépondérante au détriment de la mixité sociale, je veux dire, c'est le fruit d'un long cheminement. On a eu un certain nombre d'émeutes qui maintenant, on en est là. Maintenant, le sujet, c'est que il faut traiter le problème par tous les angles. Par le logement, par la prévention, par la sécurité, par une éducation exigeante, par une politique qui, en toute chose, fait l'équilibre entre les droits et les devoirs. Et parfois, il faut punir, et parfois, il faut aider quand il y en a vraiment besoin. Mais ce truc-là, en fait, ne pourra pas être dénoué si on s'attaque pas à tout en même temps. Et c'est pas uniquement de l'urbain, c'est vraiment de l'humain. Je pense qu'un maire dans sa ville, il sait parfaitement quels sont les 10-15 jeunes qui posent vraiment des problèmes. Bien sûr. Donc, ça doit pouvoir se traiter. Il faut pas être fataliste. Pourquoi on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant? On doit marquer une pause et je vous donne la parole, Thomas et Baptiste, tout de suite après. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors revenons à notre débat sur ce qui s'est passé à Grenoble, sur les propos du maire de Grenoble qui a persisté ce matin, il était chez nos confrères de BFM, à dire qu'il ne voulait pas de policiers municipaux armés. Je considère que armés d'armes à feu, notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Alors, Baptiste Fournier, vous voulez réagir? Je suis un peu hétérodoxe sur le sujet. Éric Piolle, au-delà de son angélisme, de mon point de vue, là, manque de sens politique. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui devrait être interpellé à ce sujet. Parce que le problème de fond, on peut mettre de la vidéoprotection demain ou armer les policiers municipaux. Ce drame, cet homicide aurait eu lieu. Oui, ça oui. Donc, le sujet de mon point de vue aujourd'hui, c'est d'avoir un débat aussi national
à ce titre, parce qu'on a eu des opérations médiatiques, coup de poing, au début de l'été, place nette. Le phénomène de la circulation des armes ne date pas d'hier, et le phénomène du trafic de drogue, même si il y a eu un rapport en effet qui estime que ça doit être une priorité nationale, devrait être une réelle priorité nationale, encore une fois, de l'ensemble des bancs. Moi, là où je suis un peu hétérodoxe, c'est que je pense que l'État s'est déchargé d'une partie de sa responsabilité. Je suis pour le retour de la police de proximité et plus de policiers nationaux, parce que le maniement des armes, les devoirs d'enquête sont aujourd'hui des prérogatives de la police nationale, qui, je le rappelle, aujourd'hui a vu ses effectifs réduits dans les années 2000 sous Sarkozy. On a mis une dizaine d'années à reformer des policiers nationaux, et je pense que c'est pas en effet à des policiers municipaux aujourd'hui d'être responsables d'un port d'armes. En revanche, je pense qu'il faut réarmer notre police nationale en engageant plus de fonctionnaires de la police nationale. Ouais. Alors peut-être Thomas, et puis après vous réagirez. Sur la situation de Grenoble, le maire fait la fine bouche, mais d'où est-ce que l'on vient, pardon? Cet été à Grenoble, par balle, un mort et plusieurs blessés, voire une dizaine de blessés, cet été à Grenoble. Il a évoqué dans cette semaine et dans ses communications à répétition la tranquillité publique. Mais elle est où la tranquillité publique quand dans ta ville, tu as plusieurs dizaines de personnes qui ont été blessées par balle pendant un été? Il y a un moment où l'adéquation entre le discours, les actes et l'idéologie ne sont pas correctes dans les propos et dans l'attitude du maire de Grenoble. Je le redis, contre le port d'armes pour la protection des policiers municipaux et pour limiter la vidéosurveillance. Il dit, je veux mettre l'humain au cœur de mon action. Mais comment fais-tu pour mettre l'humain au cœur de l'action si tu ne sais pas protéger ta population? Oui. Enfin, quand même, moi j'ai fait une mission sur police, justice, prison. Je donne un exemple, une ville, Béziers. Quand je suis déplacé à Béziers, les policiers municipaux avaient plus de moyens que les policiers nationaux. À Nice. Nice, j'ai fait aussi Nice, je suis allé voir les centres de supervision parce que ça m'intéresse. Je suis un homme de gauche et je pense que le triptyque éducation, prévention, répression est obligatoire. Mais quand même, de quoi on parle aujourd'hui? Moi, je suis désolé, je suis policier municipal. Je me retrouve face à quelqu'un qui a une arme, alors je me fais descendre. Non, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas, c'est plus police municipale de mon point de vue. Oui, mais c'est que malheureusement, les mairies ont investi sur des centres urbains. La ville de Lunel, 25 000 habitants, il y a 45 policiers municipaux armés, 24 sur 24. Ah oui, tout à fait. Donc si tu veux, je suis d'accord que les missions du policier municipal sont pas les mêmes, mais il faut qu'il y ait une adéquation. Police, justice, médiation, affaires sociales, c'est ce qu'on n'a jamais fait. En fait, en France, les gens ne savent pas travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, je suis maire, je dis, c'est la faute de Darmanin. Darmanin, il dit, oui, mais le maire me donne pas les images. Alors, on va arrêter d'être, excusez-moi, d'être con en France et de bosser ensemble. Tu as cité un très bon exemple sur un dispositif qui fonctionne au niveau des collectivités territoriales, c'est les CLSPD. Voilà. Ouais, c'est les contrats locaux, c'est police, justice. Non, parce que chez Eric Piolle, il y en a. Non mais tout à fait. Mais il fonctionne pas. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un dispositif qui a été mis en place il y a une dizaine, une quinzaine d'années, 12 ans. Qui, quand il est vraiment bien coordonné, fonctionne. Parce qu'il y a, pour le coup, une remontée d'informations, par exemple, entre la justice, les pouvoirs de police et la police locale. Oui, mais Baptiste, à un moment donné, il faut punir. En fait, le sujet... moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'il faut plus de policiers nationaux, armés, formés, etc. Mais les policiers municipaux, quand on les plonge dans la ville de Grenoble telle qu'elle est aujourd'hui, avec les règlements de compte, en fait, comme ils sont en proximité, c'est eux qu'on met en danger. Tout à fait sûr. Donc en fait, ils ne peuvent pas faire leur office. Ouais. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de quadriller le terrain de manière intelligente, qui est une bonne complémentarité entre les différents agents, et on ne peut pas être dans l'idéologie. Le problème de ce maire-là, c'est qu'il va un peu trop loin dans l'idéologie, au détriment de sa population. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous êtes d'accord avec Patrick Vignal? Il faut beaucoup plus de médiateurs, il faut beaucoup plus de médiateurs, il faut de l'humain. Mais même l'humain, pour bien travailler, il a besoin d'un minimum de sécurité. Donc même quand on veut réintroduire du suivi social, de l'accompagnement des familles, etc. Et puis il y a certaines populations, il y a quelques profils dans une ville, pas énormément, qui à un moment donné, il faut pouvoir extraire pour que la ville reprenne son calme. Et puis il faut des opérations de grande ampleur sur la saisie des armes et de la circulation des armes. Et sur l'argent. Parce qu'ils savent très bien où sont les armes, effectivement. Vous savez, j'ai un bel exemple. Le protoxyde d'azote. Je ne sais pas vous, mais moi, tous les samedis matins, quand je vais faire mon footing autour de chez moi, c'est un quartier résidentiel, j'ai des bonbonnes. Avant, c'était maintenant, c'est les bonbonnes, je ne sais pas de combien de litres. Je vois des jeunes en voiture en train de conduire avec le ballon. Donc ça, c'est un élément important. J'y mets ça, les réseaux sociaux, la relation qu'il y a. Je pense que tu l'as dit, hein, le vrai débat, c'est la drogue. Pourquoi Et s'il te plaît, les drogues dures.
C'est-à-dire qu'il Oui, y a oui. aussi Il faut faire une un distance. faux débat. y Il compris y a dans les un faux campagnes. débat dans Oui. ce pays. Bien sûr. C'est-à-dire que Il y a l'herbe et on passe à la coke, à l'héroïne. Non mais la coke et les drogues de Et les synthèse drogues de aujourd'hui, synthèse. Oui. pareil, on n'est pas dans une forme de déni, mais on met un peu la poussière sous le tapis, alors que toutes les études montrent une explosion depuis une dizaine d'années de la consommation de cette drogue-là, et on stigmatise, je prends ce terme à dessein, les fumeurs de shit et les fumeurs d'herbe. Pour moi, c'est une autre problématique que celle des drogues C'est dures. une problématique plutôt sanitaire d'ailleurs. Oui, tout à fait. Qui là, pour le coup, pour le moment, ne sont pas au milieu des débats qu'on devrait avoir. On va passer à un autre sujet qui est celui de la constitution du gouvernement, des différents bruits qu'on entend ici ou là. Hier, l'idée d'un ministère de l'immigration a été évoquée. Rien n'est acté, mais là, ça va être compliqué avec la majorité présidentielle. Il y a déjà eu un ministère de l'immigration. Je sais pas qui mange comment. Ouais. Je t'en prie. Moi, je suis désolé, mais enfin, ça sert à rien. Rappelez-vous, Besson a fait le ministère de l'immigration. L'immigration, c'est sur 3 ministères. Les affaires sociales, les affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Moi, j'en ai marre des affaires, des annonces en disant je fais un ministère de l'immigration. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Je pense que je suis d'accord avec toi. Il y a déjà l'équivalent du ministère de l'immigration dans les 3 compétences que tu as indiquées. Après, recréer un bidule pour dire qu'on fait semblant de régler le problème, en fait, c'est pas le sujet. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin. Moi, je pense qu'un ministère de l'intégration, ça aurait été déjà plus intéressant. Parce qu'on sait très bien que l'immigration zéro, ça marche pas. On en a parlé, on a mis des coups de menton, ça n'a pas marché. Et on sait très bien que de l'autre côté, la politique et la culture de l'accueil en laissant les gens dans la plus grande difficulté au bord du périphérique, etc., c'est pas non plus ça qu'il faut. Donc il faut être exigeant. Il y a une loi qui a été votée sur l'immigration qui fixe des quotas. Il faut peut-être déjà voir ce qu'elle donne dans le temps. Il y a eu beaucoup de sujets de discussion entre les différents partis, mais cette loi, elle est là. Donc il faut tester. Et en tout cas, le sujet le plus important pour moi, c'est celui de l'intégration, de bien parler le français, de trouver une activité, etc. Je suis pas sûr d'être d'accord. Thomas, parce que pourquoi pas, je dirais, un ministère de l'immigration. Ce qui avait posé problème à l'époque, c'était le fait d'avoir accolé immigration et identité nationale au moment où ça avait été fait. Et moi, je dis pourquoi pas si c'est un ministère de mission. On peut avoir dans le gouvernement à venir un monsieur ou une madame immigration chargé de porter des dispositifs et une application des lois en vigueur de manière extrêmement ambitieuse. On voit bien qu'il y a un sujet massif et majeur d'immigration, que cela pose des problèmes sur l'intégration et le vivre ensemble dans la société, et avoir un ministère à mission et une personnalité dédiée à essayer d'endiguer ce problème et de mettre en place des véritables solutions. Le Danemark, par exemple, ils ont mis en place contre l'immigration illégale des procédés extrêmement rigoureux. Et les résultats sont là, et l'extrême droite n'a jamais été aussi en baisse au Danemark. Donc quand on apporte des résultats, c'est aussi un moyen de lutter contre les extrêmes. Mais on n'a pas la même philosophie que le Danemark, ça vous a pas échappé. Non. On n'a pas la même culture. On a l'habitude de créer des instances, des bidules, et au final, ça marche pas. Ça fait Moi, j'ai dit on fait de la communication, on fait un du ministère marketing. à mission. Je dis. Moi, j'ai Alors, juste, Baptiste. juste une question à poser. Si jamais c'est pour endiguer la progression du RN, est-ce que Nicolas Sarkozy, sur son à la fin de son premier quinquennat, a réussi à l'endiguer? La réponse est non. Deuxième constat politique. Est-ce que finalement les Français se sont mobilisés sur le front républicain dans l'entre-deux tours des législatives? La réponse est oui. Est-ce qu'on a eu des débats identitaires pendant les Jeux Olympiques? La réponse est non. Donc un nouvel écran de fumée. Apparemment, de toute façon, Michel Barnier a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour, mais c'est un écran de fumée. Le vrai débat, en effet, c'est sur l'intégration / l'assimilation et les moyens qu'on donne. C'est pas la même chose. Tout à fait. C'est pour ça que je le dis à dessein. C'est-à-dire que justement, une grande histoire là-dessus, du débat parlementaire, notamment au début, fin du 19e, début du 20e. Et pour l'intégration, sont pour les gens qui sont accueillis et qui sont déjà sur notre sol. Tout à fait. Le problème que nous rencontrons, c'est l'arrivée massive de personnes venues. L'arrivée massive. Moi, je sais pas où est massive. Pour le moment, je ne la constate pas. Et prenez des personne ne la constate. Et personne ne la constate en France. Ça dépend des zones. Alors après qu'on est à la limite, sans être provoquant, un ministère de l'identité nationale, là c'est autre chose. Qu'on en débatte. Auquel cas, j'aimerais bien voir quelle va être l'attitude du groupe qui correspond à ce qu'était Renaissance, maintenant qui s'appelle EPR. Donc
En vrai, c'est un écran de fumée. Encore une fois, je le disais, je crois que la priorité, c'est les 5,8 et les 6,2 de déficit, et que ce pays, ces dernières semaines, était plutôt dans une forme de réconciliation, de sérénité, voire d'apaisement sur ces problématiques-là. Enfin, quand même, on a un vrai débat sur l'immigration. Il faut que ça s'arrête. Moi, je suis une circo qui a été droite, très très dure. Allez voir les viticulteurs, les agriculteurs. Venez avec moi dans les EHPAD, allez dans les hôpitaux. Si on n'avait pas des gens de l'immigration, ils tourneraient pas. Donc à un moment donné, le vrai débat, et tu l'as dit, c'est la fermeté aussi. Bien sûr. Les gens qui viennent chez nous, ils doivent respecter la République, c'est coutume. S'ils la respectent pas, il faut qu'ils dégagent. Sauf que le vrai débat qu'on a sur l'immigration, c'est les relations qu'on aura avec le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. C'est au niveau européen qu'il faut travailler. Nous, France, c'est pas nous qui avons réglé ça. Moi, je suis désolé. Pour moi, l'immigration, elle peut être positive, mais il faut qu'elle soit aussi encadrée. Et donc, je pense qu'effectivement, chacun s'est servi de l'immigration. Le Rassemblement national, ça n'est servi. À l'époque, une certaine gauche me disait à moi, mais tout compte fait, ça fait monter le RN, au second tour, tu es réélu. Donc, c'est un vrai débat qu'il faut avoir. Comme vous le dites, aujourd'hui, c'est traité par 3 ministères différents. On peut avoir aussi un ministère à mission sur un laps de temps donné. Bon, après, le Premier ministre prendra les décisions qu'il veut prendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire que ce n'est pas un sujet aujourd'hui. C'est un sujet. Et que c'est un sujet qu'il faut aussi pouvoir résoudre. C'est un sujet, mais quelque part, en fait, c'est des sujets qu'on traite toujours à la conséquence et pas à la cause. Ça, absolument. Et en fait, à un moment donné, il faudra interroger notre coopération décentralisée pour que liquider quelque part les causes de l'émigration. À un moment donné, tant que les populations, les familles ne trouvent pas de travail sur place, tant que ces pays-là ne sont pas en capacité de faire progresser, monter une classe moyenne, c'est très compliqué. Donc, on voit très bien, on pourra ériger des murs tant qu'on veut, ça ne marchera pas. L'immigration zéro, ça ne marchera pas. Et accueillir tout le monde au détriment peut-être de l'identité nationale, ça ne marche pas non plus. Donc en toute chose, il faut être un peu équilibré. Donc le sujet, c'est comment on met déjà en place, comment on met en œuvre de manière efficace la loi qui a été votée. Déjà. Parce qu'on veut toujours inventer des nouvelles choses, mais c'est de la com. On est sur un écran de fumée, moi je suis bien d'accord avec ça. Un mot peut-être sur l'empressement d'Emmanuel Macron à féliciter chaleureusement le président algérien qui a été réélu, Monsieur Tebboune, avec 94% des voix, parce qu'il était obligé de le faire aussi rapidement et en disant chaleureusement, je ne sais plus quel est le mot qu'il a employé. Oui, c'est ça. Je pense là aussi, c'est la réelle politique. D'une part, il y a des félicitations qui sont très protocolaires. Entre présidents, et puis d'autre part, je pense qu'il faut lire aussi ce geste-là à l'aune des relations entre l'Algérie et le Maroc. Absolument, c'est exactement ça. Mais enfin, il y a un mois, il a fait un geste en faveur, en direction du Maroc. Mais ça, c'est typique du manque de cohérence politique. En même temps. Voilà, en même temps. Je ne m'exprimerai pas, Valérie. Bon, alors, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Alors, il y a quelques jours, on disait que le Conseil économique, social et environnemental ne servait à rien. Alors, il fait des rapports qui ne sont pas forcément suivis des faits, mais là, c'est un rapport intéressant qui a été rendu par le Conseil économique, social et environnemental, qui tire la sonnette d'alarme sur la sexualité des adolescents, en disant que les jeunes sont complètement paumés, ils n'y connaissent rien. Pourquoi la capote n'a plus la cote, et effectivement ils ne savent pas ce que c'est qu'un préservatif. Les notions de maladies sexuellement transmissibles et autres ne sont pas connues. Il n'y a pas suffisamment d'éducation. Alors peut-être Baptiste, ça vous étonne, ça vous surprend, vous êtes au contact d'ados, vous aviez imaginé, parce qu'il n'y a plus de campagne comme il y a eu dans les années 2000, de campagne de sensibilisation aux IST et autres. Il n'y a plus de campagne, et je pense qu'il y a aussi un phénomène générationnel. Moi, je suis né en 1986. Parlez bien dans le micro. Je suis né en 1986. Je fais partie d'une génération. Mais je fais partie d'une génération qui est en contact avec celle qui a connu la vague du VIH des années 80 et 90, avec des témoignages très puissants, très forts, et donc aussi une inquiétude personnelle dans la construction de notre propre sexualité. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, la mémoire s'efface, et c'est plus un sujet d'un point de vue sanitaire qui est à l'ordre du jour. On est sur la génération Covid d'une certaine manière. Le sida ne fait plus peur parce qu'on sait qu'on peut le traiter. Le sida ne fait plus peur, mais c'est surtout qu'au-delà du sida, il y a d'autres MST, il y a d'autres IST. On voit le retour
retour de la syphilis, d'un certain nombre de maladies qui avaient disparu. Dont on parle peu, et on peut aussi lier les choses avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les drogues de synthèse. Il y a d'autres comportements dans la sexualité des jeunes. Aujourd'hui, il y a aussi il y a une grande étude, c'est pas du Cevipof qui est sorti, mais je crois directement de l'INSEE, sur la baisse de pratiques sexuelles des jeunes. Bon, il y a une mutation qui semble être en cours sur cette génération-là. Donc c'est un débat de société extrêmement intéressant, dont il faut se saisir. De ce point de vue-là, il y a une part d'éducation. Il faut pas avoir non plus de pudeur de gazelle, parce qu'on sait que c'est des débats qui peuvent être compliqués parfois en famille ou même entre amis, dans la construction, au moment de la puberté et autres. Donc il faut s'en saisir socialement et collectivement pour pouvoir en parler de manière assez libérée et libre. Oui, ouais. et puis l'influence du porno qui a complètement, et des réseaux sociaux, qui a complètement bouleversé la donne. Hein. Moi, je pense que c'est un sujet qui est très grave. Ça, on parle de nos enfants. Bien sûr. On ne fait plus ce qui était bien avant, c'est-à-dire décrire anatomiquement comment les choses se passent, voilà, de manière très académique, sensibiliser au fait qu'il faut se protéger avec des grandes campagnes. Effectivement, ça, on le fait plus. Et c'est ce qui me paraît, pour moi, essentiel. Et en revanche, on est trop intrusif. Il y a plus d'intimité, il y a plus d'innocence des enfants. Et on est quand même à une phase de leur croissance où ils sont en quête de repères. Et donc, on dit que tu peux être ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux avec qui tu veux. Et en fait, c'est de nature, je pense, à vraiment bouleverser les choses. Effectivement, quand on est adulte et conscient, on peut faire le choix que l'on souhaite. Mais en l'occurrence, pour ce qui concerne les enfants, il faut vraiment qu'on les protège. Et là, même à l'école, maintenant, on rentre pas partout, pas tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui s'en plaignent parfois de manière exagérée. Il faut en parler. Mais en revanche, il faut pas non plus dire tout et n'importe quoi. Il faut peut-être se cantonner à certaines choses, sans rentrer non plus dans l'intimité, sans faire en sorte que les enfants soient désarçonnés. Donc aujourd'hui, il y a un équilibre qui n'existe pas, et je pense qu'il faut être très vigilant à ce qui est véhiculé dans les écoles. Pour l'instant, les enfants, jusqu'à preuve du contraire, ils ont quand même besoin avant tout d'un papa, d'une maman. Et puis si c'est deux mamans ou si c'est deux papas, moi je remarque quand même que même quand il y a deux mamans ou deux papas, il y a une résurgence du schéma homme-femme, en tout cas masculin-féminin. C'est-à-dire que quand même dans la nature, il y a quand même ça qui existe. Donc on peut parler, il faut sensibiliser, mais pas trop tôt, pas n'importe comment et pas avec n'importe quel argument, et peut-être revenir à l'essentiel, que les enfants se protègent. Parce qu'on parle beaucoup de l'école, il y a, il y a les parents, mais il y a aussi, vous évoquez, on apprenait à l'école les fonctions reproductives, etc. Mais aujourd'hui, il y a quand même le gouvernement, les différents gouvernements ont un peu abandonné ces campagnes de prévention. Vous parliez tout à l'heure des écrans. Je pense qu'on a... Thomas Alexhauser. On a sur les écrans une responsabilité très forte dans ce marasme. Je suis extrêmement favorable à la proposition de ma collègue Agnès Evren d'interdire le port, pas l'utilisation, le port du téléphone portable au collège et à l'école. Parce que le porno est devenu comme une espèce de jeu à la cour de récré. On se montre les images. Dans certains cas extrêmement dramatique, on montre des images filmées à l'insu par de jeunes couples, etc. Mais je pense que le rôle des écrans, l'accès libre à n'importe quel contenu, l'absence aussi de contrôle parental de la part des parents qui confient un téléphone. Un téléphone, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais c'est aussi quelque chose d'extrêmement dangereux. Tout à fait. Ça donne accès à un monde où tout est possible, où tout est permis, où le réel est complètement piraté et trusté. Et je pense qu'il faut moins de téléphones à l'école, mais il faut aussi que les parents prennent leur responsabilité. Et le soir, après le souper, on retire le téléphone, on le redonne le lendemain quand on dépose l'enfant à l'école. Vous avez des enfants en âge d'avoir un téléphone? Pas encore. Vous verrez comment c'est difficile. Chez moi, il n'y a pas la télé. Je peux vous dire que c'est très très difficile. J'ai un ami qui s'est rendu compte qu'il prenait le téléphone de sa fille le soir, et en fait, elle a changé la coque, elle lui a filé un téléphone pourri qu'elle a trouvé, et elle gardait son téléphone dans son lit. Donc les ados sont redoutables. Il faut aussi que les adultes prennent la mesure de ce qu'est la consommation aujourd'hui d'Internet. Bien sûr. Quel est le site Internet le plus visité par jour en France? De mémoire, c'est YouPorn. En gros, c'est une plateforme porno. Avant, il y avait Jackie et Michel, mais je crois Non, mais c'est une plateforme porno. Et donc, à un moment donné, on doit aussi en prendre la mesure. Si les adultes, aujourd'hui, les visitent dans cette ampleur-là, c'est que les jeunes le font aussi. Donc là, les pouvoirs publics ont une responsabilité sur l'accès au contrôle de ces plateformes. Deuxième élément, je rappelle qu'il y a une mesure qui a été prise, qui a été mise en place par le ministère de la Santé il y a 2 ans, et je pense que c'est peut-être l'occasion de refaire une campagne de ce point de vue-là d'information, de sensibilisation. Les préservatifs
Ce sont des armes gratuits en pharmacie pour les moins de 26 ans. Et je pense qu'il y a une grande part de la population française qui n'est pas au courant que les préservatifs aujourd'hui sont en accès libre en pharmacie. Mais je pense qu'ils ne savent pas l'utiliser, ils n'en connaissent pas ils ne voient pas l'intérêt du préservatif. En fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a effectivement les sites porno. Le gamin à 12 ans, il découvre la sexualité où la femme est un objet. On est bien d'accord. Après, il y a l'éducation. Mais c'est la difficulté pour les enseignants de pouvoir parler aussi de sexualité dans certaines écoles. Ça, c'est le deuxième débat. Et le troisième débat, c'est le rapport au corps aujourd'hui, qui a beaucoup évolué. Moi, j'ai pas de souci, mais le genre, je suis genré, je suis homme, je suis femme, et donc nos ados aussi peuvent avoir cette perte. Et c'est vrai que le porno amène la femme à être un objet, ou alors ça dégoûte le gamin de la sexualité. Et donc ces trois dangers pour moi. Un mot, on n'a pas beaucoup de temps, mais Sébastien Delogu hier a été beaucoup moqué sur les réseaux, beaucoup moqué sur les réseaux parce qu'il avait du mal à lire un texte à l'Assemblée nationale. Se pose la question, donc là il y a des réactions en disant il n'y a pas que les élites qui ont accès à l'Assemblée nationale. Néanmoins, est-ce qu'on peut pas attendre un minimum de niveau de nos députés? Vous savez, moi Sébastien Delogu, je l'ai rencontré 3 fois à Marseille, et là il a co-signé ma proposition de loi sur la médiation. Mais moi j'ai toujours dit, Valérie, il faut reprofessionnaliser la politique. C'est vrai. Et je le dis du temps de la Macronie, il y avait des gens qui arrivaient en étant DRH, Sciences Po, mais il faut qu'on parte du terrain. Moi, j'étais conseiller municipal, conseiller général, adjoint au maire. J'ai appris à parler d'abord avec l'opposition, j'ai appris à gérer des budgets, j'ai appris à faire de la politique. Aujourd'hui, malheureusement, quelqu'un débarque comme ça, il est parlementaire, il a une cocarde, il se fait saluer par le préfet, il a l'impression qu'il va changer le monde. Un bon professionnel ne fait pas un bon politique. Il y a peut-être un autre sujet, parce que vous avez évoqué tout à l'heure en off, mais Stéphane Séjourné y a été confronté et a été confronté à la démoquerie. C'est vrai, parce qu'il était dyslexique. Absolument. Voilà. C'est la question de la professionnalisation. Vous avez raison. On est déjà en retard. Merci à vous. On se retrouve demain. Très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.